Alors bonjour, aujourd'hui on reçoit Mathieu Cornelier, DG américain de la division américaine de Soleno. Bonjour Mathieu. Salut Marc. Mathieu, comment tu es arrivé à ce poste-là? Quel était en fait, deux questions. Quel a été ton parcours pour arriver à ton poste? Et comment ta formation académique t'a aidé à atteindre ce but-là? Moi, je suis ingénieur de formation. Euh, en sortant de l'école, j'ai fait des travaux plus orientés vers le génie civil de ma formation, travaillé pour des entrepreneurs généraux. Mais j'ai toujours travaillé dans des rôles de développement des affaires puis des rôles de gestion. J'ai migré vers le monde manufacturier il y a une quinzaine d'années, dans un rôle qui m'a très bien préparé à celui que j'occupe aujourd'hui, qui était celui de product manager ou chef de produit. Et c'est un rôle vraiment intéressant parce que, ça te permet de toucher à tout dans l'entreprise, autant dans les ventes, les opérations, la qualité, le marketing. Mais c'est aussi un rôle où est-ce qu'il faut avoir de l'influence sur tout le monde, mais on a de l'autorité sur personne. Donc ça fait développer beaucoup, beaucoup d'habiletés d'un point de vue, je vais dire leadership, mais d'influence assez significatif. J'ai également fait un MBA, ce qui m'a permis de remplir mon coffre à outils d'un point de vue gestion. Euh, il y a un cours en particulier au MBA qui m'a beaucoup marqué, puis c'est un cours à la fin du programme où est-ce qu'il faut apprendre à se connaître. On fait des tests de personnalité, puis apprendre à se connaître, je pense que ou savoir qui je suis aujourd'hui, c'est fondamental à mon rôle et au succès que j'ai dans mon rôle, ou un succès que je pourrais avoir dans mon rôle aussi. Dans quel sens ça t'aide en fait, j'allais dire gérer les autres, mais être en bonne communication avec les autres, de se connaître? Moi, je pense que de se connaître, c'est fondamental dans un rôle de leadership. Moi, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps à m'accepter. Puis, on dit ça, beaucoup de personnes disent ça, c'est pas négatif du tout, du tout. Euh, je pense que quand on connaît vraiment ses forces et ses faiblesses, ben on est capable de corriger ses faiblesses, on est capable de mettre en valeur ses forces. On est capable de s'entourer avec du monde qui sont complémentaires aussi sur ce qu'on fait. Euh, donc, ça nous permet ultimement de performer mieux euh, en tant qu'équipe, en tant qu'organisation. D'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas, ça draine beaucoup d'énergie, c'est très fatigant euh, et ça enlève un peu de l'authenticité aussi dans le travail. J'ai fait ça, moi. J'ai fait Ouais. ça d'essayer, puis la raison, je pense, c'est que je me suis dit, c'est quoi un président, pas ce que j'ai occupé, puis j'ai essayé de ressembler à ça. Puis c'est comme si je me disais, avant de le devenir, ben, je vais faire semblant de l'être, puis ça a l'air qu'un président, c'est ça, ça, ça. Fait que l'image de quelqu'un hyper confiant, qui prend des décisions rapidement, qui fait à peu près jamais d'erreur, qui est toujours en forme, qui est toujours bien. Puis au bout d'un certain temps, ben, c'est un peu ce que tu as vécu sans doute, c'est que je me mentais à moi-même, donc ça m'empêchait d'être bon. Puis c'est là que j'ai fait, OK, ça peut pas être ça. Exactement. Tu sais, un exemple concret, on m'a souvent dit que j'étais trop conceptuel, trop philosophique, pas assez pragmatique, pas assez dans le détail. Donc, dans ma tête, si je voulais devenir un bon président, il fallait que je sois pragmatique, il fallait que j'aille dans le détail. On m'a donné des livres à lire, on m'a donné des formations, mais ultimement, je suis quelqu'un de conceptuel, puis je suis quelqu'un de philosophique. Donc, ça peut amener énormément de valeur, ce genre d'approche-là, dans une équipe, dans une entreprise. Mais c'est important d'avoir autour de soi du monde qui sont pragmatiques et qui sont capables d'aller dans le détail parce que moi, je ne suis pas capable. Donc, ça a un peu influencé l'équipe que j'ai bâtie autour de moi. Mais ça fait qu'on travaille beaucoup mieux en équipe puis l'équipe performe beaucoup mieux. Au même titre, on m'a souvent dit que j'étais pas assez méchant. Euh, qu'il fallait que je sois plus méchant, plus autoritaire. Donc, j'ai vraiment essayé. Puis quand je faisais ça, j'étais pas authentique, là. Mhm. Ça passait pas bien, c'était maladroit. Puis fondamentalement, je suis quelqu'un de gentil. Puis il y a moyen d'arriver à ses objectifs, d'atteindre ses objectifs sans être méchant. Tu dis que tu es un gars conceptuel, puis tu parles d'équipe. Euh, comment est-ce que ton concept d'équipe, si tu m'en parlais, comment est-ce que tu conçois ton équipe? Parce que tu me parles de gens Mm. complémentaires dans ton équipe.
est-ce que, comme tu es ingénieur, comme tu es conceptuel, est-ce que tu redonnes des noms ou des rôles? Est-ce que tu cherches à remplir des cases? Comment est-ce que tu décides de qui t'entoure? C'est certain que c'est certain que pour moi, tu sais, les rôles et responsabilités, la clarté du message, la clarté de l'organisation, c'est super important. Euh, donc, c'est important pour moi de bien clarifier ces aspects-là pour l'équipe immédiate, mais c'est bien important pour moi aussi que l'équipe immédiate va clarifier ça pour leurs équipes aussi. Euh, Moi, les gens que je cherche, moi, la culture que j'essaie d'instaurer dans l'organisation, puis c'est une culture de, de confiance et d'imputabilité. Et puis par la confiance, c'est pas une confiance de je fais confiance que tu vas faire ton travail. C'est plus une confiance de tu me feras pas mal. Mhm. Donc, il faut, pour me rendre vulnérable, pour me tenir imputable, il faut que je me rende vulnérable, il faut que j'admette quand j'ai tort. Et pour ça, il faut que j'aie confiance que toi, tu me feras pas mal. Et, euh, et ultimement, si on réussit à atteindre ce niveau de confiance-là, ben, comme équipe, on va travailler beaucoup mieux, il va y avoir beaucoup plus de collaboration. Donc, les gens que j'ai choisis et que je veux qu'ils fassent partie de mon équipe, c'est des gens qui vont avoir ce mindset-là, excusez l'anglicisme, mais qui vont être capables de, selon moi, faire confiance aux gens et aussi être capable de se rendre vulnérable, se tenir imputable. Puis ultimement, comme ça, comme équipe, on va performer mieux. Donc, tu recherches une attitude, principalement, et des qualités probablement techniques dans ton équipe pour Oui, absolument. compléter qui tu es. L'expérience est importante. Les personnes avec qui je me suis entouré dès le départ, c'est du monde que j'aurais pas à tenir par la main d'un point de vue tâche. C'est important que eux autres sont meilleurs que moi dans ce qu'ils font. J'ai pas à les guider là-dessus. Par contre, pour que l'organisation travaille bien ensemble, ça c'est ma responsabilité, ça prend des personnalités. Puis c'est pas nécessairement des personnalités semblables, loin de là, mais c'est des personnalités qui vont être capables d'aller euh, vraiment focuser sur ça, de se tenir imputable puis de faire confiance. Généralement, si je sens dans un processus d'entrevue ou si même si je vois dans des employés en particulier qu'ils ne sont pas capables, la confiance n'est pas là ou l'imputabilité n'est pas là, mais dans ces situations-là, c'est peut-être pas les meilleures personnes pour l'équipe. Mais peu importe leur expérience. Là. Quelle est la principale qualité d'un leader, selon toi, qu'un leader doit avoir? Euh, ma, ma réponse initiale à ça, ce serait probablement de me décrire, mais ce serait faux. Parce que j'ai rencontré plein d'excellents leaders qui étaient complètement différents de ma part. Je pense qu'ultimement, ma définition du leadership pour moi, c'est la capacité de quelqu'un à influencer les autres pour le bien commun de l'équipe. À titre opposé, la définition de la manipulation, c'est d'influencer quelqu'un pour le bienfait de l'individu. Donc, c'est à peu près les mêmes compétences, soit la capacité d'influencer, mais ultimement, c'est d'avoir l'intérêt de l'équipe en tête dans l'atteinte des objectifs. Donc, un bon leader doit être capable d'influencer, d'où l'expérience que j'ai acquis en tant que chef de produit m'a forcé à développer des habiletés d'influençage significatives. Mais de vraiment, un bon leader pense au bien commun. Dans une entreprise, il y a évidemment faire de l'argent, qui est assez évident, mais c'est aussi le bien collectif de toutes les parties prenantes, autant internes qu'externes, qui touchent à la compagnie. Quel mentor t'a influencé dans ta vie? Peut-être dans ce sens-là, dans le sens que tu mentionnes. Ouais, j'en ai beaucoup. Honnêtement, j'en ai de proches, j'en ai de loin. Je pense que toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans ma vie ont un impact sur moi aujourd'hui, de proche ou de loin. J'en ai qui m'ont plus influencé que d'autres. Je me rappelle d'une conversation avec Mario Hood, ancien président de Eco Chemicals aux États-Unis, une division de AkzoNobel. Il est retraité aujourd'hui. Une conversation il y a une vingtaine d'années avec lui, où ce que je lui avais demandé qu'est-ce que ça prend pour être un bon président.
Puis il m'avait dit, c'est 10% qu'est-ce que tu sais, 10% comment tu travailles, puis 80% qui tu es. Puis sur le coup, j'avais dit ça n'a aucun sens, ça, tu sais, c'est important de travailler fort, là. Il dit, ben, il y a plein de monde qui travaille fort puis qui ne deviennent pas président. Puis il dit, au même titre, il y a plein de monde qui savent beaucoup, beaucoup de choses puis qui ne deviennent pas président. Fait que ce qu'il essayait de me dire, c'est la personne que t'es va impacter ta capacité à devenir un leader, puis ça revient encore à se connaître, ça revient à être authentique, etc. Et à l'imputabilité. Et à l'imputabilité, exactement. Mais j'ai eu beaucoup d'autres leaders à travers mon cheminement professionnel. J'ai eu Wally Moore, pour une brève période de temps, qui était président de Tenkaté. Comme patron, Wally Moore, c'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup d'un point de vue qui il est et qui je suis, puis nos valeurs, puis notre approche à la vie. Donc, c'était très réconfortant pour moi de le voir, de le regarder réussir et de dire, ben, je ferai les choses de la même façon. Donc, tu sais, de me donner confiance. J'ai mon père qui était un exécutif longtemps en ressources humaines, m'a beaucoup aidé sur le développement professionnel que j'ai eu. Et il y a toi, évidemment, Merci. avec qui j'aime beaucoup échanger, puis que tu m'as beaucoup aidé à prendre confiance en moi et à me permettre d'atteindre les objectifs ou du moins que j'avais à ce moment-là et où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. C'est quand même bien de voir, tu sais, quand on regarde tes postes passés, puis dans mon commentaire, je ne le vois pas nécessairement comme une gradation. Je pense à trouver son X. Hein? Tu sais, tu me partageais à un moment donné comment tu es bien dans ce que tu fais présentement. Le fait que tu sois passé de VP à DG, dans le même d'une grande organisation, là, c'est un plus au niveau hiérarchie. Mais le vrai plus, à mon avis, c'est le fait que tu sois sur ton X. T'as absolument raison là-dessus. Là. Honnêtement, il y a une hiérarchie parce que c'est important d'un point de vue décisionnel, à un moment donné, que quelqu'un assume la responsabilité de la décision. Mais ultimement, dans une compagnie, c'est tout du monde avec des rôles différents, puis basés sur leurs compétences à eux. Tu sais, je pourrais bien vous prendre un marteau puis essayer d'aller cogner un clou, mais je le ferai jamais aussi efficacement que la personne à côté. Comme j'ai dit tantôt, moi, je suis quelqu'un de conceptuel. Donc, d'arriver à la tête d'une organisation, de regarder des concepts, de comprendre et de les communiquer à l'organisation, c'est vraiment ma force. Donc, étrangement, dans tous les rôles que j'ai eus dans ma vie, c'est probablement celui que je trouve le plus facile présentement. Puis c'est pas parce que le rôle est facile, loin de là, à ton point, c'est parce que je crois que je suis sur mon X, que je suis à ma place, puis que je suis dans une position pour m'épanouir professionnellement présentement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu parles de conceptualiser, puis on sent dans la façon dont tu dis que c'est ça qui arrive, ça rejoint une statistique qui est pourquoi les entreprises échouent dans leur planification stratégique. Puis je crois me rappeler que la principale raison, c'est que le plan n'est pas compris. C'est incroyable. Je vais même peut-être aller plus loin. Souvent, on utilise le mot stratégie, puis on veut pas dire stratégie. Donc, des fois, un plan stratégique, c'est plus un plan d'action. Stratégie, on va aller dans les concepts, là, mais des stratégies, c'est un concept simple, facile à se rappeler, qui va te permettre de gagner la bataille. Puis, si on utilise le militaire comme exemple, ben, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Russes avaient comme stratégie d'avoir la plus grosse armée. Les Allemands avaient une stratégie d'avoir l'armée la plus technologique. Les Américains avaient la stratégie d'avoir la plus grosse bombe. Donc, c'était toutes des stratégies différentes, mais c'était des stratégies faciles à communiquer puis qui permettaient de prendre les bonnes décisions dans l'organisation. Ultimement, il y en a une ou peut-être deux qui ont eu du succès sur l'autre. Mais le point, c'est qu'il y a trop d'entreprises, quand ils développent un plan stratégique, selon moi, qui font juste une liste infinie de projets non organisés et de plans d'action à court terme, mais qui ne définissent pas nécessairement l'interaction entre tous ces projets-là et la priorisation. Et ultimement, c'est quoi l'objectif? Comment on veut gagner la bataille? Comment on veut atteindre notre objectif?
Fait que là, c'est pas que le plan est mal compris, c'est qu'il est mal pensé. Il est même pas pensé Il du est tout. pas pensé, ouais. Tu sais, il existe plein d'outils de gestion super le fun, là, de stratégie. Un SWOT analysis, par exemple. Moi, j'ai vu du monde faire des SWOT analysis en 20 minutes sur le coin d'une napkin puis dire ça, c'est notre plan stratégique pour la prochaine année. Mm. C'est pas comme ça que ça se fait, la stratégie. Donc, ça me fait plaisir d'en parler, mais c'est très, très important d'avoir une stratégie claire, avoir une stratégie précise sur comment on va gagner la bataille et de la communiquer. Puis ça, c'est une autre chose que beaucoup d'entreprises échouent, c'est dans la communication de la stratégie. On va communiquer les actions, on va communiquer à la limite le plan d'action, mais la stratégie... Pourquoi? Je pense que la stratégie, il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas la stratégie. Y compris ceux qui en parlent? Y compris ceux qui en parlent. OK. Tu sais, stratégie, c'est un mot, là, j'entends plein de monde. J'entends du monde J'entends les professeurs à l'école qui me parlent de stratégie d'études des enfants. C'est absolument pas des stratégies. Donc, c'est un mot, un peu comme leadership, qui est un mot le fun à lancer un peu à gauche puis à droite, qui a pas vraiment tout le monde comprend ce que c'est, mais qui est hyper, hyper important dans le succès d'une entreprise ou d'une équipe. Tu parlais de guerre tantôt, puis tu me fais penser à un de mes trainers, Robert Teschner, qui est un ancien chef d'escadron Top Gun. Puis la façon qu'il explique le truc, c'est il y a une base armée, une base militaire de l'autre côté, et il faut la détruire. Il faut plus qu'il reste rien, fait que l'image est claire, là, de la poussière après. Puis voici pourquoi c'est important. Avez-vous des questions? Puis après, le plan s'établit. Je trouve que c'est une façon d'exposer le but, la raison, puis d'après de définir un plan d'action qui fait du sens. Absolument. Je pense quelqu'un qui travaille chez Soleno, donc avec qui je travaille, mais dans un autre département, a récemment dit, en me décrivant, que j'œuvrais dans le pourquoi. Et la majorité des gens œuvrent dans le comment. Et c'est important le pourquoi. On sous-estime souvent le pourquoi. Et quand on est dans l'action, quand on est proche du feu, on veut aller dans le comment, on veut régler les problèmes, on veut résoudre les problèmes. Mais des fois, prendre un pas de recul, puis pourquoi? Pourquoi on fait ça? Tu sais, pourquoi on devrait choisir A au lieu de B? Je ne demande pas comment qu'on va résoudre le A ou le B, mais pourquoi on le fait? Puis on n'a pas besoin de juste des gens pourquoi. On n'a pas besoin de beaucoup de gens pourquoi dans une entreprise, mais ça n'en prend. Puis généralement, les équipes qui ont du succès, c'est parce qu'on a des ressources limitées en personnes, en argent, en temps. Et il faut choisir. Il faut prendre les bonnes décisions. Il faut choisir les bons projets. On ne peut pas tout prendre de front et se poser la question pourquoi. Ça peut aider à choisir les bons projets. C'est ça ma question. Ça mène à quoi? Les pourquoi? Ça mène à faire les meilleurs choix? Exactement. La priorisation des choix. Exactement. Okay. C'est tout le monde... Moi, je pars avec la prémisse que tout le monde dans une entreprise est de bonne foi et prend les meilleures décisions qu'il pense. Mais ultimement, plein de bonnes décisions ne font pas une bonne décision pour l'organisation. Pas nécessairement. On peut choisir de réduire les coûts aux opérations, puis d'augmenter la présence aux ventes. Puis généralement, c'est un peu l'opposé un l'autre, puis se ramasser à être pris dans une situation où est-ce que on n'est pas capable de rencontrer nos promesses, puis nuire à l'image de la marque. Donc, je pense que c'est ultimement, il faut se poser la question pourquoi, puis orienter les décisions, puis les priorités des équipes. Quel leader est-ce que tu admires le plus? C'est une excellente question. Moi, je pense que j'admire tous les leaders. Je vois des exemples de leadership partout dans ma vie, professionnelle, personnelle, à gauche, à droite, en haut, en bas. Puis j'essaie de prendre de tout le monde, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait d'eux des excellents leaders. Encore, tu sais, ma définition du leadership, c'est la capacité à influencer les autres pour le bénéfice de tous. Donc, quand je vois des exemples de leadership autour de moi, j'essaie de comprendre pourquoi ça a fonctionné. Et si c'est une corde que je peux rajouter à mon arc, tant mieux.
Ceci étant dit, les leaders qui s'apparentent le plus à moi sont probablement ceux que j'admire le plus. Donc, d'un point de vue valeur, d'un point de vue qualité, d'un point de vue compétence, ces personnes-là vont être des gens que je vais admirer le plus. D'un point de vue très, très macro, un leader que moi je trouve exceptionnel, c'est Nelson Mandela. Les sacrifices qu'il a faits et même les positions qu'il a prises pour le bénéfice de tous suite à son incarcération, c'est incroyable. Donc, tu sais, je pense que tout le monde a tellement à apprendre de cette personne-là. Plus proche de moi, j'en ai nommé quelques-uns tantôt, mais des leaders comme Wally Moore ou Mario Hood, des personnes qui me ressemblent le plus. Euh, je vais vraiment essayer d'aller en chercher beaucoup chez eux. Ceci étant dit, j'ai eu l'opportunité avec des gens qui étaient très, 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 très différents de moi et qui étaient capables d'atteindre des objectifs communs de façon complètement différente. Il y a un dicton qui dit diviser pour mieux régner. Ça, c'est absolument pas comment je pense, mais c'est du monde qui sont capables d'arriver au résultat aussi. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre de ces gens-là aussi? Comment est-ce que tu vois les prochaines années? Puis qu'est-ce que tu as à apprendre sur ce parcours-là? Ben, moi, je pense que je suis juste en bas de la montagne. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Il faut que je continue à me développer en tant qu'individu, en tant que professionnel, en tant que parent, en tant que conjoint. Et je pense que c'est infini. Puis je pense qu'il faut que je développe autant mes forces que mes faiblesses. Je pense également que dans une carrière professionnelle, il y a des étapes. Il y a une étape d'apprentissage, une étape de performance et une étape d'enseignement, de transmission de l'information ou transfert des acquis. Moi, je suis dans une phase de performance présentement. Donc, à court terme, je dois livrer. Il faut que tous les gens qui ont investi du temps dans moi, il faut que tous les apprentissages que j'ai eus, il faut que je les mette à bon escient présentement. Et je pense que c'est ce que je fais. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour beaucoup d'années encore. Ceci étant dit, à plus long terme, ben, je sais aussi que je vais passer progressivement dans un mode transmission, enseignement, coaching, mentorat. Et ça m'excite aussi de pouvoir transmettre ce que j'ai appris. Très bien dans un rôle d'enseignement, de transfert d'informations. Puis j'ai l'impression que tu ne vas pas juste transférer de l'information, tu vas transférer quelque chose qui va inspirer un comportement en même temps. Ben, je l'espère. Tu sais, je me pratique beaucoup sur mes enfants présentement. Ça marche? Non, pas tant, mais tu sais, ça me prépare pour une vie future. Puis je suis très content, puis je remercie beaucoup que tu vois ça en moi parce que c'est quelque chose que j'aime faire aussi. En termes de type de leader, j'ai eu des phases dans ma vie où est-ce que je menais par l'exemple ou j'étais plus un leader directif à un certain moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans un mode coaching avec mes subordonnés. Et j'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Je pense que tu es déjà bon là-dedans. C'est gentil. Je pense. Selon toi, Mathieu, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas toujours à prendre une bonne décision? C'est une excellente question. Puis j'ai entendu une citation il y a quelques années d'un athlète professionnel, Giannis Antetokounmpo, un joueur de basketball, et il venait de perdre en finale. Et on lui a demandé comment il se sentait après, le mot exact c'était failure, fait qu'un échec d'avoir perdu, de ne pas avoir gagné le championnat. Et sa réponse, ça a été, excusez, je vais le dire en anglais, mais there's no such thing as a failure. Ça n'existe pas un échec. C'est juste des étapes vers la réussite. Donc, est-ce qu'une mauvaise décision, ça existe? Tout est relatif. Il va toujours avoir des meilleures et des moins bonnes décisions. Mais il n'y a pas de mauvaise décision fondamentale. Puis à la limite, il n'y a pas de bonne décision non plus. Il y a juste des décisions. Et les décisions vont nous amener au résultat ultime. Donc, à chaque moment, il ne faut pas avoir peur de prendre une décision. Puis d'après ça, traverser le pont quand on va être rendu et de reprendre une autre décision à partir de cet endroit-là. J'ai l'impression en t'écoutant que
c'est ce qui empêche le plus l'amélioration. Si l'échec m'arrête, c'est foutu. Exact. Si l'échec me fait questionner, me demander ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire, ce que j'avais pas compris, je deviens automatiquement meilleur. Exact. L'orgueil va nous empêcher souvent de prendre une meilleure décision. Une autre analogie, ça peut être quand on joue au golf. Si on frappe la balle et elle va dans le bois, ben la meilleure chose à faire, c'est de se rendre à notre balle puis de figurer c'est quoi le meilleur coup à partir de là. De le ruminer, de dire qu'on n'aurait pas dû le faire, c'est pas la bonne chose. Ou après ça, d'essayer un coup impossible, c'est pas nécessairement la meilleure chose non plus. Donc, l'important, c'est tout le temps de frapper un coup, de se rendre à sa balle, puis de regarder c'est quoi le meilleur coup à partir de là. À partir de là. Exact. Donc, quand on a des décisions à prendre, puis comme leader dans une organisation, on a énormément de décisions à prendre, il faut pas chercher la décision parfaite ou la réponse parfaite. Il faut prendre une décision, il faut que ça avance. Est-ce que ça pourrait être la meilleure? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on traversera le pont quand on sera rendu là, puis on prendra la meilleure décision à partir de là. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Marc.